Maîtresse Charline, c'est mercredi aujourd'hui. Mais oui, d'ailleurs, Aldebert est en train d'accorder sa guitare, car il va nous chanter une chanson tout à l'heure, Antoine. Si tu es sage, mon petit Antoine. Super, mais alors, oui, parce que ma classe, ça marche pas, ma classe à distance. Oui, mais là, l'émission, ça va bien marcher. Ah oui, on va jouer à l'école qui bug à la maison. Allez, tous ensemble. Génial. Bon, vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. Les cas de thrombose sont-ils liés au vaccin AstraZeneca? Les conclusions de l'Agence européenne des médicaments sur le vaccin étaient très attendues. Elles ont été rendues il y a 1 heure et l'EMA est prudent. Oui, il y a bien des risques de caillots sanguins avec le vaccin, mais ce n'est pas un risque spécifique, un cas sur 100 000. La conclusion est tirée par Sabine Strauss, la présidente du comité de sécurité de l'EMA. Les bénéfices du vaccin AstraZeneca sont supérieurs aux risques liés à ce vaccin. Les cas de caillots sanguins très rares survenus à la suite du vaccin devraient faire partie de la liste des effets secondaires possibles du vaccin. Sur la base des données actuelles et des facteurs de risque spécifiques tels que l'âge, le sexe ou un terrain favorable aux caillots sanguins, nous en avons déduit que ce n'est pas lié à ces phénomènes préexistants, mais au virus. Une explication plausible de cette situation est une réaction immunitaire à la vaccination similaire à ce que l'on voit avec des patients traités à l'héparine. Il est important que les personnes vaccinées et les professionnels de santé soient mis au courant des symptômes et des signes avant-coureurs de ces troubles de la coagulation sanguine pour qu'ils puissent prendre des mesures préventives. Et de leur côté, les autorités sanitaires britanniques qui font état de 19 morts sur 79 signalements de caillots sanguins au Royaume-Uni recommandent aujourd'hui de limiter l'usage du vaccin AstraZeneca aux plus de 30 ans quand c'est possible. Les ministres de la Santé des 27, eux, doivent se retrouver en visioconférence ce soir pour examiner donc les conclusions de l'EMA. En France, on commence à mettre des flacons en vaccins, ou plutôt à mettre en flacons des vaccins. Pfizer dans l'Eure-et-Loire depuis aujourd'hui, bientôt Moderna dans l'Indre-et-Loire, mais pas l'AstraZeneca, en tout cas pas pour l'instant. Le gouvernement, on le sait, mise sur la campagne vaccinale pour accélérer le déconfinement, la fin du couvre-feu, la réouverture des lieux de culture et autres. Bref, pour un retour à la normale. Alors quand aura-t-il lieu et dans quelles conditions? Eh bien, selon les modélisations de l'Institut Pasteur, de Santé publique France et de la Haute Autorité de Santé, il faudrait que la quasi-totalité des adultes soient vaccinés en France d'ici septembre. C'est bien supérieur à la part des Français qui se disent prêts à être vaccinés, mais c'est surtout la faute aux variants britanniques. Mirso Sofonea est chercheur en modélisation. Malheureusement, ce n'est pas une couverture vaccinale modérée qui serait suffisante pour relâcher complètement l'ensemble des mesures, mais un peu plus. Et donc, ça voudrait dire aller jusqu'à 90% des adultes pour permettre le relâchement complet des mesures. Évidemment que cela représente un objectif ambitieux, donc c'est pas pour tout de suite, mais on peut y arriver progressivement, a fortiori si la politique est de plus en plus volontariste et si justement la logistique suit derrière. Là, en fait, si vous voulez, ce travail, il met pas seulement en avant quel niveau de vaccination et à quelle échéance, parce que ça, c'est vrai que ça dépend de beaucoup d'éléments qui ne relèvent pas des projections. On peut pas savoir exactement d'ici cet été quelle est la proportion de la population qui vraiment aura accès à la vaccination et pourra être vaccinée. En revanche, ce que ça veut dire, c'est que d'ici là, il faudra malheureusement maintenir certaines mesures. Des propos recueillis par Marie Bernardo. Il y a encore eu des problèmes aujourd'hui pour l'école à distance. Le SNES-FSU, le principal syndicat du secondaire, évoque des bugs ou des ralentissements pour les ENT, les espaces numériques de travail, en Normandie, dans le Grand Est, en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. La garde à vue de la jeune fille de 18 ans interpellée à Béziers le week-end dernier se poursuit. Elle est soupçonnée d'avoir projeté un attentat. Les 4 autres femmes de sa famille ont, elles, toutes été relâchées et elles sont libres. La mosquée de Pantin rouvrira vendredi, jour de prière. Le préfet de Seine-Saint-Denis a donné son feu vert aujourd'hui. Elle était fermée depuis fin octobre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reprochait à ses responsables d'avoir relayé sur les réseaux sociaux la vidéo du père de l'élève à l'origine de l'engrenage qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. L'épilogue, probablement dans la disparition d'Aurélie Vaquier, disparue depuis fin janvier. À son domicile de Bédarieux, dans l'Hérault, le corps d'une femme a été retrouvé sous la dalle de béton. L'enquête a été requalifiée en meurtre et son compagnon est ce soir en garde à vue. Elisabeth Badinier de France Bleu Hérault.
C'est lui qui avait signalé la disparition de sa compagne, mais fin février seulement, soit 1 mois après son soi-disant départ du domicile conjugal. Il avait alors expliqué qu'elle voulait faire un break, qu'elle ne supportait plus le couvre-feu et qu'elle était partie se mettre au vert. Dans le même temps, il partait, lui, rejoindre sa famille en Auvergne. C'est le frère d'Aurélie Vaquier qui a manifesté en premier son inquiétude de ne pas avoir de nouvelles. Il avait l'habitude que sa sœur parte faire des retraites, mais jamais si longtemps et jamais sans son chat non plus. C'est donc lui qui a organisé plusieurs battues courant mars et mené une véritable campagne sur les réseaux sociaux et par voie d'affichage jusque dans le département de l'Aude. En vain. Et pour cause, ce matin, les enquêteurs ont mené des recherches dans la maison où le couple s'était installé l'été dernier. Un corps a donc été retrouvé sous une dalle de béton. L'identification officielle n'aura lieu que dans les prochaines heures, mais pour le parquet de Béziers, il n'y a guère de doute. Il s'agirait bien du corps d'Aurélie Vaquier. Elisabeth Badinier, c'est le rendez-vous des amateurs de foot ce soir et c'est du lourd. Le PSG est en Allemagne pour affronter le tenant du titre de la Ligue des Champions, le Bayern Munich. Quart de finale aller, début du match à 21h, 17h06 sur Inter. Écoutons la nature. Écoutons-la vraiment. Journée spéciale ce jeudi sur France Inter dans toutes nos émissions. Passionnés de nature, militants du vivant, lanceurs d'alerte. Et de 13h à 15h, 2 heures en plein air dans la baie de l'Aiguillon, dans le Marais Poitevin. Dans le 13-14, la question de la gestion de l'eau et les dauphins du golfe de Gascogne. Et à 14h dans la Terre au carré, nous observerons les amphibiens et les oiseaux migrateurs. C'est le printemps. France Inter célèbre la biodiversité. Journée spéciale Écoutons la nature, c'est demain. Chérie, s'il nous arrivait quelque chose, comment on ferait pour payer les charges, les études des enfants ? On pourrait protéger notre famille pour moins de 6 € par mois. Non mais je te parle sérieusement là. Moi aussi. Avec Sécure Famille 2, sécurisez financièrement l'avenir de vos proches en prévoyant le versement d'un capital garanti. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Contrat d'assurance décès de BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances. Distribué par votre caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS. Cotisation pour un assuré de 35 ans et 30 000 € de capital garanti en formule optimale. Voir conditions en agence. Votre NT ne fonctionne pas, choisissez par Jupiclass. Ce sera gratuit et en plus vous allez vous marrer. Allez, c'est à vous les amis. Ils ont des NT tout claqués. Ouais, tout pourri. Tout pourri, tout claqué. Claqué au sol. Tout claqué au sol même, ouais. C'est exactement ça. Bon. Le nôtre, il marche. Regardez, on est là, on parle, on a des exercices, dessins, plein de choses. On n'est pas inquiet par les Russes. Ok. Voilà. Vous voulez y aller, là, je sens. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, non, mais je peux pas. Non, mais allez-y, on vous libère. Non, mais d'accord. Merci Laetitia Gaillet pour les infos. Allez, à demain. – 8h30 dans le théâtre occupé de Par Jupiter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui m'appelle sur Skype? Allô Charline, est-ce que tu es là? Bah oui Alex, mais qu'est-ce que tu fais là toi? Attends, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de s'ajouter à la conversation là. Salut les amis. Mais Guillaume, mais vous êtes où? Bah, il y a des nouvelles restrictions pour l'école, alors on s'adapte. Bah, on fait comme Blanquer, il a dit, c'est ma Jupiclass à la maison. Par contre, on te prévient, parfois la plateforme elle bug. Non, attendez, pour nous, il est absolument pas question de faire école à la maison. Mais c'est illégal. Non, mais Jupiclass, c'est dans le théâtre occupé, là, comme le reste. Mais c'est pas juste. Charline, j'ai pas entendu parce que ça a coupé, mais... Alors, au cas où vous auriez pas remarqué, on n'est pas une vraie classe. Ah bon? Et nos chroniques spécialement pour les pitchouns? Bah oui, les dessins, les exercices, tout ça. Pardon madame, mais moi je prends ça très au sérieux. Oui, bah c'est très bien, donc vous allez commencer par venir sérieusement au bureau. Ah bah là, moi je suis encore en pyjama alors. Ah ouais, moi faut que je prenne mon petit déjeuner. C'est les chocs à pic? Non, c'est flocons d'avoine, parce que c'est commerce équitable. Et oh, je vous attends dans une demi-heure là, allez hop. Attends Charline, j'ai pas entendu, ça a coupé. Je vous préviens. Non mais en plus si on vient on sera beaucoup trop nombreux. En plus on va mettre les camarades de Jupiclass en danger. Oui. Non, j'arrête de discuter. Si vous n'êtes pas là dans 30 minutes, c'est 0 sur votre bulletin. Pardon, Charline, ça a coupé chez moi, j'entends. Elle est partie. Oh merde Guillaume. Bon, ça se tentait. Hein. Bah franchement on était à ça de la convaincre de nous laisser chez nous. Bon bah comme on se voit dans une demi-heure, c'est l'occasion que tu me rendes les 50 € que tu me devais parce que... Ça coupe, ça a coupé. Je t'entends Guillaume, pas Alex. Guillaume. Ouais, à tout à l'heure. Bonjour la France Inter et bienvenue au service après-vente de la rigolade. Voici la devise du jour. Donne-moi pas ta main et prends pas la mienne. Mais oui, l'école est fermée. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charlie. Nous
allons poursuivre la lecture de La planète des singes de Pierre Boulle, ce roman qui met en scène un monde où les hommes ont le statut d'animaux et les singes sont humanisés, ce qui donne lieu à quelques quiproquos. Il y a le primate qui nous invite à dîner. Salut Guillaume Meurice. Bonjour Charline, bonjour à tous. Vous êtes attendu pour une nouvelle masterclass sur la nuance et l'objectivité. Ah oui, c'est ça, c'est ma spécialité. Voilà, ça pile poil. Aujourd'hui, je vais vous parler de la haine contre les riches qui mangent dans les restos clandestins. Alors, je suis allé voir les gens pour trouver des solutions. Trouver un vaccin contre la connerie. Ah oui, ouais, ça m'arrange pas pour les chroniques. Moi. Et en duplex du Cap Ferret, comme au bon vieux temps du premier confinement, Thomas Croisière, bonjour. Et de tous les confinements à venir. Bonjour Charline. Pour la séance du jour, animée par Alfred et Gaston, vous avez choisi, mais où êtes donc vous allez chercher cette idée? Alors c'est le film La planète des singes, les origines. C'est pas vrai monsieur, j'ai pas copié. Bien sûr. Et voici Alex Vizorek. Et oui, je vous présente le reste de l'équipe. Il y aura le scientifique de la bande, celui qui est capable de faire des vannes sur la photosynthèse chlorophyllienne chez les plantarysomes, tout en nous expliquant ce que c'est. C'est Max Bird. Bonjour. Et oui, cucu à tous. Et puis je vais parler de... Bon, vous verrez bien, de toute façon je passe au début, on s'en branle. Mettez-y un maximum d'enthousiasme, hein, Max. Les gens aiment ça chez vous. Ensuite, il ne vient qu'une fois par mois et pas de chance, c'est aujourd'hui. Monsieur Aldebert, bonjour. Bonjour Alex, on va parler de la mort, ça va être trop sympa. Ah, bah quelle bonne émission. Bah, la mort pour de faux, de la résurrection. Ah, de la résurrection, bien sûr. Et nous recevons également l'ami personnel du président, probablement la prochaine ministre des droits des femmes à faire des blagues de tub. C'est Roukiata Ouedraogo, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler? On va parler d'anniversaire. Ouais, ça vous fait marrer. Ajoutez à cela un journal puéril, des exercices faciles, un dessin débile et vous obtenez une émission comme un grand poisson d'avril. Voilà, oui, ça dure longtemps cette année, la saison du poisson d'avril. Oui. Non, mais à un moment, il va falloir que ça s'arrête. Arrête. Bah, parce qu'après, oui. Parce qu'après, on a le problème de la surpêche. Évidemment. Oh là là. Ça va être une bonne émission. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Non, par Jupiclass. Oh boulot. Oui, souvent ça se sent à ce petit détail, hein, si ça va être une bonne émission ou pas. Là, ça va, j'espère en être une bonne. Alors, je vais poursuivre mon petit compte-rendu des messages d'auditeurs, bien sûr. Alors, Noémie nous écrit « Tous les soirs, en rentrant du bureau, je vous écoute avec plaisir. Si bien que tous les matins, en allant au bureau, ma radio s'allume sur le grand entretien du 7-9, pendant lequel je ne sais pas si ce sont les questions ou les réponses qui me dépriment le plus. Tous les matins, donc ma journée commence mal à cause de vous. Chère Noémie, il existe une solution pour vous mettre de bonne humeur. Avancez votre réveil à 7h57 et vous pourrez vous réveiller avec un petit billet d'humour désopilant. Voilà. Bien commencer la journée. Je croyais que vous n'aimiez pas ça, l'autopromo. Alors, mais c'est parce que c'est la chronique de Charline Vanhoenacker. Alors Clément nous écrit, et il nous a déjà écrit Clément, donc je poursuis parce qu'on a un petit échange épistolaire avec Clément. C'est les rires. Il dit « Je tenais à vous dire que j'étais très content que vous ayez lu mon mail à l'antenne vendredi, et encore plus en entendant les rires qu'il a suscités. Mais force est de constater, en toute honnêteté évidemment, que cette lecture a provoqué beaucoup plus de rires que certaines chroniques de personnes se prétendant comiques. Mais alors, dit Clément, que faire face à un tel dilemme? Que faire lorsqu'un professionnel est dépassé par un amateur? En effet, Clément, que faire? Écoutez, déjà, arrêtez de vous lire, parce que je vous vois venir, vous allez nous demander des droits d'auteur. Est-ce que Clément n'aurait pas le melon? Je sais pas, écoutez, en tout cas, il va répondre. Oui, bon, j'attends son email. Et enfin, sur le dossier du rire, un dossier récurrent qui avance. Céline nous écrit « Bonjour l'équipe, je vous trouve absolument géniaux, continuez à rire et rire encore. Mais je me suis aussi demandé qui riait parfois et il semble que ce ne soit pas forcément un chroniqueur. Est-il possible que ce soit le rire d'un régisseur ou d'un technicien ou du réalisateur lui-même ?» Céline, vous avez raison. C'est sans doute là que se cache le coupable. Donc nous continuons l'enquête. Voilà, merci pour tous vos emails. C'est parjupiter@radiofrance.com. On vous lit avec plaisir et on transfère aux différents chroniqueurs les mails que vous leur écrivez personnellement. Alors voilà, nous allons être attentifs, tout ça, tous ces rires. Et dès maintenant, puisque
Cui Max Bird. Et cuit et tous. Alors aujourd'hui, on part en mer. Alors tout le monde fout son maillot, un masque, un tuba et plouf dans les eaux tropicales du Pacifique. Les rayons du soleil filtrent à travers l'eau, ombres et lumières ondulent sur les sculptures minérales multicolores des récifs coralliens. Oh. Et c'est joli. C'est le royaume du poisson perroquet. Comme un perroquet, il a un bec et des couleurs magnifiques. Alors il y a plusieurs espèces de poissons perroquets, mais pour les identifier correctement, c'est un bordel. Ça change de couleur en fonction de l'âge, du sexe, de la petite région planquée, des trucs interespèces. Enfin, tu demandes à un spécialiste d'en identifier un, il te dit bon bah ça c'est le poisson perroquet rose et bleu. C'est bizarre parce que je l'ai vu s'accoupler avec un vert et jaune. Comment ça se fait? Ça, c'est parce que tu fermes ta gueule. Alors, bon, ils savent pas, ils n'en savent rien. Les poissons perroquets, c'est un truc de taré. Tous les poissons perroquets, on va dire, ils ont 4 capacités extraordinaires. Ils parlent. Alors non. C'est le seul truc qu'ils font pas comme les perroquets, mais tu vas voir que c'est même pas dégueu. Capacité numéro 1 du poisson perroquet, il est capable de changer de sexe. Voilà. Ils en ont marre d'être une femelle, paf, ils peuvent devenir un mâle. T'imagines ? Voilà. Par contre, une fois qu'ils ont été mâles, ils se changent pas en femelles. Ah, comme par hasard. Ils seraient quand même très cons en même temps. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vu les privés, enfin bref, ça sert à rien de faire dans l'autre sens. Deuxième capacité spéciale, le bec hyper solide. Voilà, c'est formé de 1000 dents soudées entre elles, recouvertes par une sorte de nacre indestructible en fluoropatite. 14 éléphants empilés les uns sur les autres qui sautent sur une dent de poisson perroquet, ça tient le bordel. Donc c'est du costaud. Et en plus, comme c'est méga rare de croiser 14 éléphants empilés dans les eaux du Pacifique, il est vraiment tranquille, le boss guy, il ne peut rien lui arriver. Capacité numéro 13, la nuit, le poisson perroquet, il s'enroule de mucus, il sécrète comme ça, et ça fait une grosse bulle de mucus qui l'empêche de puer. Et du coup, les prédateurs qui la nuit, ils se dirigent à l'odorat, ils ne peuvent pas le sentir. Voilà, c'est un mécanisme très efficace. Plein d'autres espèces de poissons ont fini par adopter cette technique d'ailleurs. Et le poisson perroquet, il dort dans sa bulle de mucus, bien tranquille. Dans sa morve en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et il est tranquille dans son cocon de morve en fait. Pas mal. Et paf, il se prend un harpon. Et oui, car c'est efficace, mais pas contre les humains. Oui, parce que nous aussi, on est des gros prédateurs marins finalement, mais qui n'utilisons pas notre odorat sous l'eau. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de renifler un truc sous l'eau, ça fait hyper mal au nez. Et en fait, c'est ça. Du coup, nous, on utilise des lampes et on chasse la nuit avec des fusils harpons. Et là, la technique du poisson perroquet est nettement moins efficace. Même carrément nulle, parce que du coup, les poissons perroquets, ils sont particulièrement faciles à dégommer. Il suffit de repérer une grosse bulle de mucus avec un gros poisson multicolore dedans et pton. Voilà, brochette. C'est sûr, c'est ça l'art de la pêche, hein, c'est se confronter à la noblesse de l'animal. Et ça se mange? Eh oui, tout se mange plus ou moins. Oh non, j'ai essayé des trucs que je déconseillerais. Oui, alors la morve autour, je sais pas, par exemple. Tu vois. Et enfin, capacité numéro 4, la dernière. Les poissons perroquets sont capables de chier du sable blanc. Et ils en chient tellement. En fait, c'est fou. Ils bouffent du corail. Enfin, ils mangent pas le corail, ils mangent des petits algues cachées dans le corail. Du coup, l'exosquelette du corail, comme c'est essentiellement du minéral, il le digère mal. Et à la sortie du cucu, ça fait des petits cailloux tout petits et tout blancs. Et c'est marrant parce que c'est justement près des récifs coralliens qu'on trouve le plus de plages paradisiaques de sable blanc. Cherchez pas, c'est ça. C'est les excréments de poissons perroquets qui dessinent les plages et les fonds marins. Le sable de certaines îles est issu à plus de 70% de déjection de poissons perroquets. Le sable blanc, c'est caca. Et voilà, donc la prochaine fois que vous partirez vous dorer la couenne en vacances, bon, c'est pas pour demain a priori, mais vous penserez à moi sur votre plage de sable blanc. Vous voterez dans la merde de Poiscaille. Merci de m'avoir écouté. Et cuit à tous. C'est pas un poisson d'avril, ça. Non. Non, c'est un
Oasis, Wonderwall sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiclass, mais vous pouvez nous écrire sur Twitter avec le hashtag Par Jupiter. Alex Vizorek, je vous propose un journal. Avec Guillaume, c'est Noël Gallagher, le chanteur. Oui. On se demandait s'il sort un album de Noël, il peut le sortir n'importe quand dans l'année. C'est Liam Gallagher, le chanteur. Ouais, mais ça marche pas avec la blague. La blague est plus drôle avec Noël. Comme la blague, elle n'était pas de fou drôle. Si, elle était excellente. Moi, j'avais proposé tout de suite de passer aux informations. Vous avez noté. De toute façon, je peux me rattraper peut-être. Laissez faire les professionnels, généralement, c'est un bon indice. Allez, on y va. On doit à notre jeunesse aujourd'hui de l'accompagner dans une période qui est particulièrement difficile. Le journal de presque 17h17. Non, mais sans déconner, j'ai déjà assez d'emmerdes comme ça. Et on commence par les titres. Après la polémique sur les dîners clandestins, plusieurs membres du gouvernement expriment leur sentiment d'être victimes d'un soupçon permanent. Et oui, les membres du gouvernement ont donc l'impression d'être des musulmans en France. Aux États-Unis, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, s'est dit favorable à la hausse de l'impôt sur les sociétés. Oui, en même temps, Amazon, il ne paye pas beaucoup d'impôts, passer de zéro à rien à la fois. C'est comme Jeff Bezos, il est favorable aussi à l'utilisation de l'après-shampoing, mais ça ne sert pas. Et des brèves. Et là, je suis favorable à la hausse des brèves en France, Laurent. Ah non. Je suis le seul. Et on commence par le scandale de la République. Eh oui, ce matin, énième acte de défense. Notre ami Pierre-Jean Chalençon est allé, il n'a pas choisi n'importe qui, il est allé chez Jean-Marc Morandini, qui le tutoie. Et attention, la question était très claire, y avait-il des membres du gouvernement à ces dîners? Non, pas du tout. Si tu entends par membre du gouvernement, ministre, secrétaire d'État, conseiller, ou qui que ce soit, non. Est-ce qu'un conseiller du gouvernement est venu dîner chez vous? Récemment, non. Trop de réflexion, Pierre-Jean, trop de réflexion. La suite au prochain épisode, je suis sur le dossier. C'est palpitant. Oui. Alors, dans le même style, on apprend que des collaborateurs du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, on dit en France, ont été filmés en train de danser sans masque dans les locaux du ministère le 29 janvier vers 22h. La bamboche chez Frédérique Vidal. Je pense que je préfère encore aller chez Pierre-Jean. Ah oui, c'est l'enseignement supérieur donc. Oui, mais je crois que les gens s'en fichent. Ouais, d'accord. Ouais. Non, parce que c'est Vidal, voilà. Donc le cabinet de la ministre a assuré qu'il s'agissait d'un moment de convivialité. Ah, ça, je vais. Moment de. Qu'est-ce que vous faites là? Je l'ajoute sur l'attestation parce que. Faites bien, oui. Ça, vous pouvez le cocher chez vous. Donc le cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, dénonce aussi une démarche malveillante, je cite, quelque chose de dangereux et nuisible dans une société de délation. Société de délation, le cabinet de la ministre est à deux doigts de reprocher aux Français d'être français. International à présent, les élections législatives au Groenland ont porté au pouvoir un parti de gauche écologiste. Et oui, et c'est le deuxième indice qui tend à prouver que le Groenland est l'une des régions les plus écologistes du monde. Ah, et c'est quoi le premier indice alors? Bien, le fait que Ségolène Royal n'y soit pas restée longtemps. Des nouvelles du prince Harry et de Meghan Markle, ce qu'on appelle les Sussex, préparent une série documentaire pour Netflix. C'est bien con de l'avoir vendu à Netflix. La vie des Sussex, Pornhub, ils auraient fait une belle offre, je pense. Oui, on l'avait vu arriver, mais j'avais quand même envie de la faire. Pas moi, je ne m'y attendais pas. Cette rigolerie. Économie à présent, Michel-Édouard Leclerc a déclaré: parler de rayons non essentiels, c'est une expression ségrégationniste. Michel-Édouard Leclerc, le Nelson Mandela de la grande distribution. Technologie maintenant, lors d'une interview au New York Times, le patron d'Apple, Tim Cook, a évoqué des travaux en cours sur les voitures autonomes. Ouais, c'est bien dommage qu'elles ne soient pas encore prêtes, parce que si elles ont la même autonomie que les iPhones, elles auraient été parfaites pour se déplacer en ce moment, pour ne pas franchir la limite des 10 km. Et des brèves. Et des brèves, justement. J'en ai promis une à mon ami Aldebert, Besançon. Ouais. Justement, deux jeunes se lancent l'idée de marcher tout droit dans la limite des 10 km. Il manque de se noyer dans le Doubs. Et pourtant, c'est très connu, dans le Doubs, abstiens-toi, bien sûr. Oui. La dernière. Ah oui, alors celle-là, elle est mignonne. Oui, alors là, c'est terrible. Le retour du gel, une période de tous les dangers pour l'ensemble des vignobles français, s'inquiète une association de professionnels.
Qu'est-ce qui vient de se passer C'est là Juliette qui vient de faire un malaise vagal. On va la réanimer. Apportez-lui un verre d'eau, ça va lui faire un choc. Apportez. Oui, rapidement, parce que... Oui. Merci Alex, Visorex, ça va être à son tour. Et c'est pour ça, je l'ai mis là, parce que je me dis, hop, la passe. Transition. Ah, c'est Allez, je reprends la balle. Et nous reprenons surtout la lecture de La planète des singes de Pierre Boulle. Juliette, vous nous avez raconté mercredi dernier... Et c'est moi qui bois. que le héros, Ulysse, atterrit sur une planète qui se situe bien au-delà du système solaire, accompagné de 2 scientifiques et un chimpanzé. Sur cette planète, eh bien, ils s'avancent dans une forêt et en haut d'une cascade, ils aperçoivent une femme nue. Donc ouf, tout se passe bien jusque-là. Mais cette beauté nue saisit le singe et l'étrangle entre ses cuisses. La balade sur cette planète s'annonce donc plus compliquée que prévu. C'est ce que vous allez nous expliquer tout de suite. Voilà, nous en étions donc restés au chimpanzé qui s'appelle Hector. Hector qui est mort, comme dans l'Odyssée et comme chez les Rita Mitsuko. Ah bon? Hector est mort en faisant une fille qu'il allait retrouver. Gertrude. mais- La coupable. Eh oui. Oui. Voilà, tout le monde est mort. Hector est toujours mort. La coupable donc de ce meurtre, la jeune femme toute nue qu'Ulysse s'appelle Nova. Tiens, Nova, allons jeter un coup d'œil au dictionnaire. Une nova, c'est une étoile qui devient brusquement beaucoup plus lumineuse, puis reprend lentement son éclat primitif. Mais qu'il est ingénieux, ce Pierre Boulle! Tout est indice dans son bouquin. Tu m'étonnes qu'elle apparaît, la nova, beaucoup plus lumineuse. Elle est tout à fait inattendue, et d'une, et belle, et toute nue. Et puis finalement, elle est super primitive. Ulysse découvre que Nova et ses compagnons, parce qu'elle a des compagnons, s'ils ont des enveloppes corporelles d'humains, se comportent pour le reste de manière tout à fait primitive, comme des bêtes, comme, mettons, tiens au hasard, comme des singes. Je cite Pierre Boulle, tout ce qui était fabriqué excitait leur colère et aussi leur frayeur. Bref, Nova ne s'appelle Nova que dans la tête d'Ulysse, vu que Nova, elle ne parle pas ni français ni américain, ni aucune langue articulée. Et comme si le bizarre ne suffisait pas, brusquement on passe au dramatique lorsque ces drôles d'êtres humains et les 3 navigateurs cosmiques sont pris en chasse par des singes, habillés comme des humains, avec des armes tout à fait techniques, des armes qui tuent, et de fait, c'est un carnage. Mais Ulysse survit, bah oui, sinon, il n'y a pas de manuscrit racontant son histoire, et se retrouve emprisonné dans un laboratoire pour devenir cobaye. Et c'est là que Pierre Boulle prend objectivement un malin plaisir à moquer l'ego de son être humain de personnage, qui veut à toute force prouver aux singes scientifiques qu'il n'est pas comme Nova et ses comparses, qu'il est des sens supérieurs. Alors il essaye de briller comme un rat de laboratoire. Pierre Boulle écrit « Je n'en finissais pas de me féliciter de ma perspicacité et n'eus de cesse que je n'en eusse fait étalage. » Alors les singes ôtent Nova de sa cage pour la mettre avec un autre mâle. Et alors là, drama, perte de dignité instantanée. Ulysse ne se félicite plus de sa perspicacité, il préfère se rouler par terre, hurler, mordre les barreaux de sa cage, super classe, très chic, très adulte. Alors on lui rend Nova et Ulysse écrit... Enfin, oui, il lui s'écrit dans son manuscrit « Moi, l'ultime chef-d'œuvre d'une évolution millénaire, j'entamais à la façon des Pans la parade de l'amour. » Qui va alors sauver cet Ulysse au prénom de héros mythologique et au passé glorieux d'explorateur du cosmos, devenu Fifi hamster dans sa roue? Hein? Qui? Une personne appartenant au genre féminin. C'est pas vrai. Ah bah quoi, c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Boulle qui l'écrit, c'est lui la féminazie. Merci bien. Et la personne de genre féminin s'appelle Zita, elle est scientifique et elle a oublié d'être bête, oui, parce que c'est une femelle chimpanzé, qui va comprendre qu'Ulysse est doté comme elle d'intelligence lorsqu'il lui dessine la figure géométrique qui illustre le théorème de Pythagore. Alors Ulysse et Zita vont apprendre chacun la langue de l'autre. Bah oui, on n'est pas dans un film américain où tout le monde parle naturellement le yankee. Et pendant qu'Ulysse lui parle, et je cite Pierre Boulle, avec tendresse, le délivrant du flot de sentiments et de pensées que Nova ne peut apprécier, pendant ce temps, Ulysse, avec Nova, il ne parle pas, mais vite, il peut observer le fruit naissant de nos amours insolites. Nova est enceinte. Oh, alors ça. Eh bien sûr. Sans parler. Ça, c'est... Oui, Ah ouais. hein, c'est surprenant, Alex. Pas bien, ça. La vérité, c'est que Pierre Boulle a écrit un livre beaucoup plus futé et cruel que le film. Ici, l'enquête pour comprendre comment les singes sont devenus chefs-d'œuvre d'une évolution millénaire est d'autant plus rude qu'elle est plausible. Figurez-vous que... Allez, c'est à vous. Merci, bisous. Merci. Bah, vous avez vu le film, vous?
Oui, mais il paraît que le film, c'est pas la même que le livre. Non. Eh ben, Donc justement, je vais être obligé de lire le livre. c'est fait pour. Oh, c'est pas long, c'est quoi, 200 pages? C'est 200. Ouais. C'est ça. Ouais, voilà. Ouais, pour Bien moi, sûr, c'est en livre une de poche. éternité. Merci beaucoup, Juliette Arnaud. Et nous sommes le premier mercredi du mois. Et chez nous, c'est toujours le mercredi le plus spécial du mois. Mais oui, le chanteur préféré des parents, car leurs enfants se taisent quand ils l'écoutent, c'est Aldebert. Noël au balcon, Pâques au balcon. Bah oui, on n'a pas bougé, on peut pas sortir. Nous avons fêté Pâques en famille ce week-end et j'ai tenté d'expliquer à mes 3 enfants pourquoi le jardin de papy et mamie s'était changé en showroom Milka. Eh bien, parce que dans de nombreuses cultures païennes, c'est la fête du printemps et la renaissance de la nature. C'est aussi pour certains une fête qui célèbre le retour du gars Jésus, qui, souvenez-vous, avait proposé une méthode de développement personnel qui avait vexé super un notable du nom de Ponce Pilate, et tout ça avait très très mal fini. J'ai donc demandé à mes 2 garçons de 5 et 7 ans ce qu'évoquait pour eux le concept de résurrection. C'est quand on est mort, mais pour de faux. On est enterré et puis hop, on ressort. Notre peau est pourrie, il n'y a plus que nos squelettes. Bah en fait, c'est comme s'il y avait un zombie qui sort de terre. C'est comme dans un film d'horreur. Charlie et Gabin, donc en mode Alfred et Gaston. Et ouais, les pitchouns. Oui, on pique les meilleurs. On l'attendait un peu, celle-là. La résurrection, c'est presque aussi cinématographique, puisqu'à l'époque, les gens qui sont venus voir le tombeau de Jésus se sont trouvés bien désappointés. Bah, t'imagines, il est pas mort. Et Luc, un des best friends forever de Jésus, leur a claqué. Bah non, en fait, ça va mieux. Il a pris une douche, on lui a donné de la cure de jouvence de l'abbé Souris, et maintenant il pète le feu. Et là, tu colles tout le monde à sa chaise, bah forcément, avec un tombeau qui est fermé par une meule de granit de 20 tonnes, t'imagines. Le tout synchro avec l'arrivée du printemps. Quand on est le fils de Dieu, on sait soigner ses effets. Mais alors, qu'est-ce que viennent foutre les lapins en chocolat dans cette histoire, vous allez me dire? Eh bien, les pitchouns, depuis l'Antiquité, le lapin est considéré comme le symbole de la fécondité, de la fertilité. Max Burn ne me contredira pas. Oui. Sa renommée n'est plus à faire. Avec une fréquence qui peut atteindre 40 rapports par heure, le lapin compte, avec Alex Vizorek, parmi les êtres vivants les plus actifs sexuellement. C'est vrai ou pas, Max? Oui, c'est vrai. Et puis, c'est quoi aussi cette histoire d'agneau qui s'appelle Pascal? Ils m'ont demandé alors. Selon la Bible, ça c'est une histoire de dingue, Abraham, ou Ibrahim si on est dans le Coran, fut mis à l'épreuve par Dieu, qui lui demanda, et là franchement les amis, je trouve ça un petit peu excessif, de sacrifier son enfant. C'est un peu bon. Abraham accepta, prouvant ainsi sa soumission à la volonté divine, climax de l'épisode, mais Dieu permit finalement, de sacrifier un bélier à la place de son fils. Tu vois, donc t'imagines ce qui s'est passé dans la tête de ce pauvre Abraham, l'ascenseur émotionnel du mec. Dieu sort des nuages, en claquette, le torse huilé, une serviette éponge de l'hôtel autour de la taille, grosse beubare avec des airs de Stallone, des éclairs et des effets spéciaux de l'époque, certes, mais ça devait quand même envoyer du lourd quand on voit les peintures de Véronèse. Et mon gars Abraham, qui est là, en mode tranquillou, sandalette, robe de bure, slip en osier, tout, tranquille. Et Dieu lui dit « Vas-y, tu files le gosse et je te lave de tes péchés. » Et finalement, il marque un temps, Dieu, il dit « Attends, laisse tomber le môme, passe le kebab, ça fera taf. » Donc là, Abraham, même s'il aime bien les animaux, Guigui, là le mouton, il s'en fout un peu, tu vois, limite il lui crame le cul avec une clope pour le faire avancer. Bref, toutes ces histoires de retour à la vie, de cloche, ont fait tourner les têtes de mes pitchouns, qui bien que gavés de chocolat, se sont interrogés sur la question de l'après. On peut aller au ciel, mais ça arrive pas souvent. Moi, je pense qu'on va pas au ciel, mais qu'on reste sur la terre. On a des ailes, on s'envole au ciel. Comme Gabin avait dit, si on a des ailes, on peut revenir. Vous mettez vos enfants à contribution également, Aldebert, et vous êtes là à enfiler cette bandoulière de guitare derrière votre plexiglas pour une petite chanson. Si on a des ailes, on peut revenir. Ça aurait pu être le titre de cette chanson, tiens. Si je me réfère à ce qu'on m'avait dit, certains vont en enfer et d'autres au paradis. Y a-t-il un vieux barbu couronné de lumière qui nous attend aux portes et puis qui nous explique comment c'est arrivé le Big Bang et la Terre, les étoiles, l'amour et la musique? Si je me réfère à ce que j'avais lu, notre âme se détache, s'élève dans les nues. J'ai l'icône d'Épinal du grand créateur, entouré de marmots joufflus moitié pigeon, une côte d'opale perchée dans les hauteurs, où des âmes en attente sillonnent l'horizon.
C'est comment là-haut? Est-ce qu'on est attendu? C'est comment là-haut? Une chambre avec vue, on a tout entendu. Quelle confession choisir pour le mot de la fin? Une fois revêtu du manteau de sapin, et sur quel grand traité doit-on se reposer? La Bible, le Coran, la Torah, qui saura? En qui d'autre que moi serais-je réincarné? En Clotilde, en Laurent ou en chat, en Gora? C'est comment là-haut? Est-ce qu'on est attendu? C'est comment là-haut? Une chambre avec vue, on a tout entendu. On a tout entendu. Si je me réfère à ce qu'on m'avait dit, je suis né poussière et finirai ainsi. Au moment odieux de songer à l'épitaphe, entre tout ce qu'on a pu lire dans les livres, le plus fâcheux, le moins cocasse, serait de mourir d'un manque de savoir-vivre. C'est comment là-haut? Est-ce qu'on est attendu? C'est comment là-haut? Une chambre avec vue, on a tout entendu. On a tout entendu. Aldebert, merci pour cette chanson, Guillaume Aldebert. Et puis pour l'entourer, Ah bah, tu es là, Alex. alors, Juliette Arnaud et Max Bird, que vous avez déjà entendu. Il nous reste Thomas Croisière en télétravail, on peut le dire comme ça. Non, mais je suis Atao. parti pendant la chanson, il s'est passé quelque chose? Atao et Drago est également avec nous. Mais avant cela, place à l'homme qui fait trembler la République, le Pierre-Jean Chalençon du micro, Guillaume. Oui, dans Par Jupi Classe, aujourd'hui, une petite leçon de tolérance. Ça va nous faire du bien parce qu'il y a une tension en ce moment, et notamment une haine contre les riches. Et ça, je ne peux pas le supporter. Je suis ami avec Alex Vizorek, qui se prend ça en pleine poire. Hein, c'est de la richophobie, comme on l'appelle, même de la capferretophobie, on pourrait dire. Il y a par exemple le cas du patron français de la firme des vaccins Moderna, qui est rentré dans le classement des milliardaires hier. Je l'ai lu dans Fils de Chien magazine. Dans Forbes magazine, excusez-moi. Et puis à tous les cas de dîners clandestins réservés aux riches qui rendent les pauvres envieux. Voilà, la République tremble, c'est vrai. Pierre-Jean is the new Robespierre, on peut le dire. Ça fait beaucoup parler. Alors moi, comme j'ai envie d'une France calme et apaisée pour les pitchouns, je suis allé voir des riches pour parler de ces fameux restos clandestins et des riches donc qui font la fête. Oui, mais les pauvres font la fête aussi. Et puis ça veut dire quoi, pauvre? Tout est relatif. Qu'est-ce que c'est pour vous, pauvres? Pauvre, c'est quelqu'un qui ne voit pas son bonheur et qui ne se rend pas compte que peut-être il n'a pas beaucoup de sous, mais il est beaucoup plus riche en beaucoup de choses que quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et c'est ça qui est important, les pauvres. Voilà. Eh ben, vous êtes riches de cœur, les pauvres. Ah, c'est beau, vous pouvez payer votre loyer avec votre cœur. Vous pouvez faire vos courses avec de la joie. Vous arrivez au Franprix, hop, oh, du bonheur. Ah, vraiment, c'est un état d'esprit, j'ai envie de dire. Voilà. Et ce n'est pas d'être assisté. On gagne de l'argent à rien faire, je trouve pas ça normal. Là, vous parlez des actionnaires alors? Les actionnaires, non, franchement, je suis pas contre. Ils gagnent de l'argent sans rien faire. Oui, mais s'ils sont actionnaires, ils l'ont peut-être mérité aussi. Hérité? Mérité. Attention, à une lettre près, hein, vous pouvez être aigri. Hein, donc les actionnaires l'ont mérité. Prenons, je sais pas, les fils Lagardère, Bolloré, tout ça, c'est des gars, ils ont su être là au bon moment. Quand leur mère a perdu les os, paf, ils étaient là. Eh ben, c'est un talent, ça aussi, voilà. Les pauvres, vous n'étiez pas là. Alors, il faut pas être trop envieux, les pauvres. Si seulement ça pouvait les encourager à faire des efforts pour eux devenir plus riches, ça serait super. C'est-à-dire que les pauvres ne font pas assez d'efforts. Oui, c'est tellement facile d'envier les autres et puis de ne pas faire d'efforts pour se mettre à leur niveau. Hein. C'est de la paresse. Est-ce que les pauvres sont tous paresseux? Non, mais ils sont ignorants. Alors, voilà, oui, ça c'est un autre problème que vous avez, les pauvres. Vous êtes cons. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça, alors que les riches, non. Hein, d'ailleurs, on dit pauvre con, on dit pas riche con. C'est bien quand même une. On l'a dit une fois. On l'a dit une fois en une de Libé et ça s'est pas bien passé. Voilà, alors c'est ça qu'il faut bien piger les pitchouns pauvres, hein, sinon on est perdu.
J'arrive pas à comprendre ces gens, ils sont pas heureux. Mais si on pas heureux, on va voir ailleurs. Si ça nous plaît pas, ben on s'en va. Vous pouvez partir où vous voulez. Alors peut-être ils n'ont pas les moyens d'aller voir ailleurs. Mais on a toujours les moyens. Le stop, ça existe. Le stop, ça existe. Enfin, les pauvres, vous barrez en stop, vous n'êtes pas content, il y a des solutions. Voilà, vous vous cachez sous un camion, vous prenez un caddie, vous partez avec. Voilà, les enfants, voilà, c'est ça qui est important dans la vie. Les solutions. Vous savez, les gens modestes, souvent, ils trouvent des solutions. Rappelez-vous les émissions de Lopez. Rendez-vous en terre inconnue. Ah oui. Hein, vous aviez des gens d'une pauvreté, d'une misère. Ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. Oui. Les enfants jouent avec des bâtons toute la journée. Ils n'ont rien, mais ils donnent tout. Mais ils n'ont rien, ils donnent tout. La France est un pays d'enfants gâtés. C'est ça, on voit chouiner les pauvres. Ah, les secours populaires. Vous voyez, croyez qu'il y a le secours populaire en Érythrée? Non, et les gens sont heureux. Il y a des bâtons, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de papier à remplir, les allocs, voilà, ils sont bien. C'est du bon sens, tout ça. Et qui dit bon sens, évidemment, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Ah, ouais. Dis Roger, voilà, ça va pas vous surprendre. Roger est un petit peu sur la même longueur d'onde. Ben oui, mais ils n'ont qu'à travailler, les pauvres. Ah oui? Hein? Non, mais ils voudraient beaucoup d'argent, mais surtout pour travailler, surtout qu'aux vacances. Ils ne pensent qu'à ça. Tous les pauvres sont comme ça? En majeure partie, moi je le vois bien. Comme le jouait à télévision, le gars il avait sa BMW en moto, il avait le coupé Mercedes, ils en dessus, il se plaignait. On les connaît ces pauvres-là, qui roulent en BMW moto, coupé Mercedes et qui se plaignent. On en a dans nos rues des SDF, ils sont là un coup au Luxembourg, un coup en Suisse, un coup à Monaco. Ils n'ont pas de domicile fixe, alors ils se plaignent. Mais ils ne voient pas la vie du bon côté. Ils sont je dirais, bloqués dans leur idéologie, on pourrait dire, ce qui est quand même un petit peu aussi le problème de Roger. L'auteur dur de Mitterrand et son copain Georges Marchais. Oh là là, ça c'est vieux ça Roger. Hein. Oui, mais voilà le résultat de l'Assemblée. Est-ce que vous n'êtes pas un peu bloqué sur cette histoire de Mitterrand et Georges Marchais? C'est pas être bloqué, ce n'est que la vérité. Ah ouais? Ah oui, moi tu sais, je suis con. Hein. Alors, bon, ça c'est pas à nous de juger. Je dirais Roger, quant aux riches qui se gavent au resto tandis que les pauvres ramassent les miettes, bon, c'est l'histoire qui les jugera, même si on préférait quand même que ce soit la cour d'assises. Guillaume Meurice et Roger. Voilà. Merci, le retour Guillaume. Pire, celle-là. Allez, journée pitchoun, journée exercice. Alex. Oui, exercice, ça tombe bien puisque c'est l'école à la maison. Donc vous êtes sans oui. doute chez vous, donc prenez des notes. On va reprendre les vrais exercices. Concentrez-vous, Juliette Arnaud, vous n'êtes pas concentrée, je sens. Vous êtes surpris, évidemment. Alors, tout droit, on fonce. Hein, commençons par cet exercice. Exercice qui nous vient, donc j'ai pris sur la plateforme du CNED, ma classe à la maison. Alors, on y va, en 3 clics, on y est. Jean a 3 amis et 12 pommes. La page que vous demandez est indisponible. Bon, on va tenter un autre exercice, il y en a plein. Si Michel roule à... La page que vous demandez est indisponible. Ouais, mais moi, en fait, je voudrais juste faire un énoncé, quoi. Oui, j'ai bien compris, mais la page est indisponible. Ok, non mais attendez, mais je croyais que c'était réparé depuis hier. Lol. Bon, si je me reconnecte, vous croyez que ça peut refonctionner? Oui. Ah. Reconnectez-vous, Ok. mais plutôt en juin 2022. Bah, je vais passer mon tour du coup. Donc c'est mon exercice, Bah, là, voilà. j'espère que ça va marcher. Alors, pour justifier les bugs de la plateforme de cours à la maison, Jean-Michel Blanquer a parlé d'une attaque informatique venue de l'étranger. Aide Jean-Michel Blanquer à retrouver les méchants. À ton avis, quelle puissance étrangère veut nuire à l'éducation nationale française? Petit A. C'est un coup des services secrets israéliens pour se venger des profs d'histoire géo qui portent un chèche autour du cou en nous faisant croire que c'est une écharpe. Petit B. C'est un coup des hackers chinois. Parce qu'en classe de 3e au lycée Lucie Aubrac de Périgueux, vendredi, Madame Ranou a interdit l'utilisation des calculatrices Casio en cours de maths. Oh, c'est ça. Petit C, c'est un coup des Russes pour porter Gérard Depardieu au pouvoir. Petit D, pas de réponse D, car mon document vient d'être piraté par les Russes, les Chinois et le Mossad. Guillaume. Oui, Brune Poisson quitte l'Assemblée, mais oui, pour, je la cite, d'autres horizons. L'occasion pour nous de faire un bilan de sa carrière politique. Qu'a-t-elle mis en place d'efficace durant son mandat de secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique? Réponse A. Ah oui, si, elle a changé une ampoule de son bureau. C'était une 60 watts, elle a mis une 50. Réponse B. Oui, alors elle a installé une chasse d'eau à double flux dans les toilettes de François de Rugy, parce qu'il ne digérait pas très bien le homard. Voilà. Réponse C. Si, il y a suppression du plastique à usage unique, mais d'ici 2040. Voilà. Et réponse D.
eh ben, elle a quitté son mandat de secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Voilà. Peut-être qu'elle a fait de mieux. Le pire, c'est qu'il y a une bonne réponse là-dedans. Peut-être qu'il y en a deux. Je vous renvoie à notre page Facebook de Par Jupiter. Alors elle, quand je la vois, je me dis, tout ça ne nous rendra pas la Haute-Volta. Eh oui, c'est au tour de celle que son amie Brigitte appelle la boussole de l'Élysée. C'est Roukiata Ouedraogo. Alors, normalement, je fais ça dans des théâtres devant des gens volontaires qui payent leur place. Mais comme les lieux de culture n'ouvriront qu'en mai, et on peut avoir confiance à notre président sur ce point, aujourd'hui, c'est vous, mes chers auditeurs, qui allez devoir m'écouter raconter ma vie. J'ai fêté le premier anniversaire de mon fils. Comme c'est mon premier, je manque d'expérience en matière de cadeaux d'anniversaire pour les enfants. Je connais bien d'autres enfants et j'ai déjà fait des cadeaux à certains d'entre eux. Mais là, c'est mon fils, le mien à moi, et forcément la question ne peut pas être traitée à la légère. On se pose plein de questions. Si je lui offre un pistolet en plastique, est-ce que je vais en faire un futur bandit, voire un futur policier ? Si je lui offre un œuf de Pâques en chocolat, est-ce qu'il ne va pas trop y prendre goût et devenir obèse par la suite ? Si je lui offre un écran, est-ce que ça ne va pas le faire devenir un génie des nouvelles technologies ou un idiot lobotomisé ? Sans compter que si je lui offre un jouet pour garçon, je vais peut-être conditionner son genre et contrecarrer sa vraie nature. Surtout qu'il ne parle toujours pas le bougre. Si encore il pouvait me dire « Maman, en m'offrant ce camion de pompier, tu es en train de m'infliger une vraie violence symbolique. » Ça m'orienterait vers le rayon poupée. Et si je lui achète un truc en plastique et qu'il ne joue qu'avec 2 jours, que 2 jours avec, est-ce que je n'aurais pas contribué à polluer bêtement la planète ? Vaut mieux peut-être un truc en bois, peut-être non ? Ou pourquoi pas un truc en os ? Non, parce que jusque-là, il jouait toujours avec son os de poulet culisseur de totote depuis sa naissance. Oui, et pour tout vous dire, j'étais bien tentée de me contenter de remplacer son vieil os par un nouveau. Mais je sens bien que depuis quelque temps, il ne suce plus son fémur avec la même conviction. Il lui faut autre chose. Et puis, pour son premier anniversaire, je peux quand même lui offrir quelque chose de plus sympa, quoi. Mais voilà, un type très sérieux avec un costard sombre quelque part dans un ministère a décidé que les magasins de jouets ne sont pas des commerces essentiels. Sûrement quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou qui n'a jamais été enfant lui-même. Alors, j'ai visité les sites internet pour me faire une idée. Et là, je me suis perdue. Mais c'est fou tout ce qu'on peut offrir à un gamin. Des trucs en peluche, en bois, en plastique, avec ou sans pile, et qui coûtent un pognon de dingue. C'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais moi, quand j'étais gamine, je n'ai jamais eu de jouets. Enfin, si, je les fabriquais moi-même. Une touffe d'herbe, de la paille, un peu de ficelle, et hop, je faisais une poupée. C'est sûr qu'avec le budget jouet de nos familles, on était obligé de faire travailler notre imagination si on voulait jouer avec quelque chose. Un carton de sucre pouvait devenir une voiture. Une boîte de conserve devenait une marmite. Des feuilles de manguier et un brin de balai devenaient un hélicoptère. On pouvait courir des heures derrière des punaises de mobilette. Finalement, j'ai étudié mon petit phénomène et j'ai réalisé que rien ne l'intéressait plus que sa cuillère. Il est tellement attaché qu'il me serait difficile de trouver un truc qui lui fasse plus plaisir que ça. Et puis de toutes les façons, il a 1 an, il s'en fout de son anniversaire. Il sait même pas ce que c'est. D'ailleurs, le gâteau, il n'en a pas vu la couleur. On a englouti tout ça avec son père. Du coup, j'ai décidé de repousser le problème de cadeau à l'année prochaine. C'est une solution, en effet. Double ration l'année prochaine. Roukiata Ouedraogo, vous écoutez Par Jupiclass sur France Inter. À venir, Thomas Croisière, en direct du Plex du Cap Ferret. On verra s'il fait bon. Et en attendant, dans les oreilles, Gaël Faye, Chaloupé. Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps, sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper.
Chaloupé, chaloupé. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone, quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store. Nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malécon, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Oh, fais-moi tourner sous mes pas. Glisse les années, toi et moi. Jusqu'au bout d'aimer, on pourra chalouper, chalouper, chalouper. Oh, fais-moi tourner sous mes pas. Glisse les années, toi et moi. Jusqu'au bout d'aimer, on pourra chalouper, chalouper, chalouper. Cette équipe a son parisien pur jus et on le reconnaît au fait qu'il a profité de ce week-end de tolérance pour fuir vers le sud-ouest, le fameux exode des polos Lacoste en chaussures bateau. En duplex depuis le Cap Ferret, voici Thomas Croisière. Reconfiné avec mes deux chimpanzés, la séance de Thomas Croisière. Hier, c'était... La planète des singes, les origines. De Rupert Wyatt. Qui n'est ni une adaptation du livre de Pierre Boulle, ni un remake du film de Franklin Schaffner, mais un reboot. On redémarre pour initier une nouvelle série, car en inventant de nouvelles origines, on crée une nouvelle mythologie. Moi j'ai bien aimé La planète des singes, les origines, mais bon, c'était pas mieux que La planète des singes originale. Hein. Mais nettement mieux que l'atroce adaptation de Tim Burton en 2001. Alerte divulgachage. Je vous laisse le temps d'appuyer sur mute ou de zapper sur Chant de France, car au programme du Michel Sardou. C'est bon? Vous êtes partis? Alors reprenons. En fait, La planète des singes, les origines, c'est ce qui s'est passé entre le décollage de la fusée vers Mars et que la fusée se perde, etc. Tandis que les astronautes dans La planète des singes, ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient perdus dans l'espace. Et le temps que la fusée revienne sur la Terre, eh ben, il y a les singes qui prennent le contrôle de la Terre. On est plutôt dans une réinitialisation du 4e film de la pantologie originelle, La conquête de la planète des singes. Vous me suivez? Non. Non. Alors que César, le héros du film, lui, m'aurait compris. César, c'est un singe, un chimpanzé, qui a eu du produit dans ses veines, un produit qui rend plus intelligent. Gènes. Dans ses gènes et ses veines aussi. Hein. Oui, mais quand même dans ses gènes. Dans ses gènes, parce que sa mère avait eu du produit avant sa naissance. Sa mère, surnommée Beauzieux, car le rétrovirus que James Franco teste sur elle, ce virus, censé augmenter ses facultés cognitives et guérir l'Alzheimer, verdit son iris. Mais aussi pourquoi, ami geek? Mais parce que c'est ainsi que le docteur Zira surnomme Charlton Heston dans le premier Planète des singes. Et des allusions jouissives comme ça, il y en a partout. Et César, à un moment, il avait fait une maquette de la Statue de la Liberté. Et ça, à mon avis, ça faisait une métaphore... Ça faisait comme la Statue de la Liberté à la fin de La planète des singes. Ils les ont fait sauter leurs bombes. Ah les fous, je vous hais, soyez maudits jusqu'à la fin des siècles. Réplique du magistral twist final du film de 1968 au pied de la Statue de la Liberté qui révélait que l'usage de l'arme atomique avait provoqué la chute de l'humanité.
alors que le film de 2011 anticipe que la fin de notre civilisation arrivera par une pandémie mondiale générée par un virus manipulé en laboratoire. Les cons. C'est vraiment une sorte de message pour dire qu'il y aura forcément une espèce qu'on connaît depuis longtemps qui va surpasser l'homme. On va faire des expériences, ils vont s'échapper dans le laboratoire et peut-être que les singes peuvent se révolter, peut-être que tous les animaux du zoo vont se révolter un jour et ils vont tous nous bouffer. Alfred, il y a des zèbres au zoo et ça bouffe pas les humains, les zèbres. Ouais, mais ça va être comme les singes, les singes ils mangent pas les humains. Ils les tuent. Non, justement, il ne les tue pas, car le postulat du film est qu'il y a plus d'humanité chez ces primates que dans nos sociétés soi-disant humaines. Et l'on gagnerait à mettre en application le principe simiesque, singe seul faible, singe uni fort. Mais homme stupide, évidemment. Ce blockbuster intelligent rapporta 500 millions de dollars au box-office mondial, d'où 2 suites et une 3e en discussion. Et quand je demande à mes enfants s'ils veulent les voir, ils répondent « Oui. S'il y a de la baston, oui. » Tu m'étonnes qu'il y aura de la baston. Il s'intitule « L'affrontement », qui lui non plus n'est pas un navet. César. Vive le cinéma! Vive le cinéma! Merci Thomas Croisière. Entre des leçons à Alfred et Gaston, vous trouvez encore le temps de voir des films magnifiques. Juliette Arnaud, peut-être une réaction, vous qui parliez du livre. Est-ce que vous avez vu l'un de ces films? Oui, alors justement, j'ai beaucoup aimé cette version-là avec James Franco, donc Les Origines. Et en fait, c'est le préquel, c'est comme si c'était en gros le préquel, le livre avant La planète des singes de Pierre Boulle. Ah, très bien. Et c'est un très chouette film et le moment où César parle pour la première fois est un immense moment de cinéma. Eh bien voilà, on aura fait donc le livre, voilà. Le livre et les films grâce à vous. Merci Thomas Croisière. Allez, on termine avec le dessin qui est plutôt aujourd'hui un exercice de français. Prends la dernière brève d'Alex Vizorek et rédige-la en vers. Transforme la brève en poème. Je te rappelle, c'est sur le retour du gel, sur l'ensemble des vignobles français. Juliette, paf, fait un malaise vagal, elle tombe au sol pour la réanimer. Alex lui apporte. Mais elle est bien coiffée quand elle s'est Et là, c'est le choc. Voilà. Je suis pas responsable de la qualité de cette brève. J'ai juste pris la dernière brève d'Alex Vizorek. Pourquoi on va faire rimer malaise vagal? Oh non. Diablerie. Oui. On a hâte de vous lire. Et puis le plus joli poème court, en fait, ça court, sera publié sur notre page Facebook. Merci les amis, je vous embrasse. Bon retour dans le Doubs, Aldebert. Merci Charline. Je vous dis pour tout le monde à demain. Nous recevrons Alexis Le Rossignol, humoriste et désormais auteur d'un roman, car un jour il a glissé du billet d'humour au grand récit. Ce billet, c'était très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. MMA, interruption spéciale. Benoît, un agent MMA serait dans une entreprise, c'est grave? Non, il s'est rien passé. Un agent MMA qui se déplace? Il doit bien y avoir quelque chose. Non, métier d'agent MMA, visiter les locaux, faire le point sur l'entreprise, proposer des solutions d'assurance adaptées à ses besoins. Zéro tracas. Et zéro